disant que donc Judith Louis, qui s'occupe de la fiction Arte, souhaiterait me confier la réalisation d'une série. Et donc, puisqu'il insistait, j'ai dit pourquoi pas, mais j'en ai profité en fait pour me dire bon, puisqu'ils veulent que je fasse quelque chose, autant que j'aille essayer quelque chose d'autre. Donc c'est en même temps aussi de pouvoir, c'est un peu opportuniste, mais profiter de la demande pour faire quelque chose qui aille plus vite, puisqu'il y a une demande qui est faite en fait. Donc, et donc ça m'a... Et la réponse était oui tout de suite. Et donc très rapidement on m'a dit, bon bah écrivez voilà, plutôt une mini-série. On partait sur 6 épisodes au départ, mais moi ça me disait pas grand-chose, parce que je l'avais jamais fait. Donc je me suis mis à écrire, plutôt une comédie, parce que c'est ça que j'avais envie d'essayer. Et donc j'ai commencé très large, avec beaucoup de personnages, puisque je me disais que j'avais le temps. Donc j'ai tout poussé comme ça, et donc en fait il y a eu... Donc j'ai écrit l'histoire, ensuite je l'ai découpée en 6. Et puis la réaction était plutôt bonne. Quand je disais que c'était une comédie, on me disait ah bon. Il y avait du mal même peut-être à le percevoir dans l'écriture, mais moi je savais ce que je voulais faire, je savais le casting que je voulais, etc. Mais en même temps, c'est vrai que même temps Petit Quinquin, le mécanisme de Petit Quinquin, c'est aussi sur un récit assez sombre en fait. Donc il fallait du sombre pour que je puisse monter le ressort comique. Mais ils étaient partants. Je pense qu'ils ne pensaient pas que j'allais faire quelque chose de drôle, en fait. Après, on m'a dit plutôt 4 épisodes pour des raisons d'argent, en fait. Et j'ai compressé, parce que j'ai pas du tout réduit, en fait. J'ai dit, parce que c'était plutôt 6 épisodes de 52 minutes. Après, on passait sur 4, on savait pas si c'était 1 heure ou pas. Et en fait, j'ai compressé les 6, je les ai mis en 4, je leur ai donné. Ils m'ont dit très bien, on y va. Il y a l'envie justement de passer à la comédie, puisque c'est un peu indépendant du projet, c'est le projet qui le permet, mais en gros, l'envie, elle existait avant. Oui, mais sans savoir vraiment, je ne voyais pas... Bon, la comédie française, elle existe, elle est une histoire, on la connaît, c'est très bien. Donc, en même temps, je pensais, dire, voilà, je voudrais faire une comédie. Pas forcément pareil, mais en tout cas comme ça. Donc, mais en même temps, en y pensant, je ne voyais pas tellement pour ce que moi je pourrais faire avec ça. Il y en a qui font ça très bien. Et donc j'ai mis beaucoup de temps en fait à trouver un endroit où aller. Et c'est dans ma mémoire en fait, en me souvenant mais de scènes, même de scènes très précises dans l'humanité, où je me souviens très bien qu'on a ri en fait. Sur le tournage, on riait. Et que j'intervenais pour ne pas rire, parce que c'était pas l'objet, que le commandant était, que l'inspecteur, pardon, Ferrand de Winter, il était souvent même très drôle. Et quand on compare, maintenant j'ai même revu quelques images de l'humanité, quand on compare le déplacement automobile de Winter et celle de Carpentier, il y a des vrais rapports en fait, c'est-à-dire que de Winter ne savait pas conduire non plus. Et donc ça lui donnait quelque chose d'assez curieux. Comme l'humanité, c'est pas spécialement drôle, on ne perçoit pas que sa façon de... Forcément, encore moi je trouve que c'est drôle, mais bon, c'est plus fin, quoi. Donc je suis retourné vers ça, et je me suis dit, on y va. Donc c'est quand même réactiver quelque chose que je connaissais, et je sentais qu'il y avait un potentiel de comique, enfin, réel. Avec la possibilité aussi de garder quand même un regard très, disons, acide sur le Oui, mais monde. ça, je me rends pas compte de ça. Ça, je me rends compte après. Et forcément, je traîne avec moi toutes mes casseroles, si j'ose dire. Et forcément, elles sont là, donc j'ai même pas besoin d'y penser. Le sens tragique, je l'ai toujours. Ça m'empêche pas de... Je ne l'ai pas perdu. Mais j'y additionne quelque chose de nouveau. Donc, je me rends mieux compte de ce que j'ai fait voyant Petit Quinquin, en fait. Sinon, je le faisais. Et pas forcément, on n'est pas forcément conscient de ce qu'on fait. Et puis on s'aventure vraiment dans des failles, etc. Donc aujourd'hui, je mesure beaucoup mieux, par exemple, la conjonction comique-tragique. C'est-à-dire qu'il y a des choses, je pense que même Petit Quinquin c'est d'autant plus drôle que c'est pas drôle, en fait. Et que ça génère même du rire
un peu inédit, parce que ça frôle justement le côté quasiment enfin noir, quoi. Et très franchement, je ne m'en doutais pas en écrivant, quoi. Donc au montage, j'ai vu quand même qu'il y avait des possibilités nouvelles voilà, de jointure, et avec... moi, je m'étonnais même de rire. Non, je m'étonnais pas de rire, mais le rire avait quelque chose de très étonnant sur les... Ça allait chercher ailleurs dans les habitudes qu'on a à la fois de s'esclaffer. Et je trouvais que la coexistence des deux donnait de la profondeur, en fait. C'était très étonnant, très amusant, mais pas seulement. C'est-à-dire que c'était pas superficiel, en fait. Alors que le rire est superficiel au sens que le comique, il est là tout de suite. On rit dans la salle, on va pas rire après, quoi. Alors moi, j'avais plutôt l'habitude de faire des rires, pas des rires, de faire des films où on réfléchissait après, en fait, pas tellement pendant. Et donc ça, c'était aussi différent dans ma façon de travailler. Ça a affecté la façon de Ah travailler oui, sur le film. oui, c'est-à-dire il y avait quand même un mécanisme à trouver tout de suite et immédiat, c'est-à-dire avec les acteurs, il fallait que ça marche tout de suite, donc il fallait que le texte, il les connaisse, etc. Alors qu'avant, à la limite, on envoyait ça, c'était une espèce d'incantation, donc le jeu était incantatoire, voilà. Et puis, voilà, c'était plutôt on aperçoit, voilà, très très loin des choses qui sont là et qu'on verra plus tard, quoi. Je parle du spectateur, hein. Et donc le travail du cinéaste, il était aussi dans cette perspective-là, c'est qu'il n'y avait pas de surface, en fait. Donc il n'y avait pas même de jouissance immédiate. Et donc ça c'est nouveau pour moi. Donc c'est quand même nouveau d'avoir une efficacité de drôlerie sur le plateau. Donc, si ce n'était pas là, je bousculais, j'ai même bousculé les acteurs. Donc la scène, par exemple, où les grands-parents la mettent à table, c'était ça, c'est de dire, mais c'est pas drôle. Voilà. Moi, je pensais, parce que je les avais choisis un petit peu perdus quand même, ces personnes, je pensais que le fait de leur demander de faire quelque chose, de mettre la table, ils allaient forcément, naturellement, mal le faire, et en fait, non. Ils le faisaient bien. C'est-à-dire qu'ils étaient très... Voilà. Et donc j'ai dû les bousculer, mais en même temps, ça les a amusés, hein, parce que et ils se sont vraiment amusés parce que je n'étais pas satisfait. Voilà, donc il fallait quand même que j'aille au-delà de ce qu'on sait déjà. Là, on sait ce que c'est que mettre la table, donc il fallait... Et donc ça, ce travail-là, j'avais le résultat sur le plateau. Alors, il y a donc un changement radical dans le ton, mais il y a aussi des invariants, donc le monde que vous trimballez, comme vous dites, Ouais. mais aussi, enfin oui, dans ce monde, il y a quelque chose d'extrêmement aussi évident et immédiat, c'est le Nord, la façon que vous avez de le filmer. Mais ça, pour moi, c'est là, donc je n'y pense pas. C'est ça, c'est pour ça que j'ai pas forcément moi, le discours complet. C'est-à-dire le discours complet, quand on parle du Nord, pour moi c'est évident, puisque ce jeu, c'est un paysage qui m'est tout à fait naturel. Les gens, je les connais très bien, donc pour moi je vais pas ailleurs, au contraire. Donc j'y trouve une forme de stabilité première, c'est-à-dire sur laquelle je peux travailler, parce que je connais la puissance des acteurs, je la connais, parce que voilà, je connais la puissance des paysages, etc. Donc je sais que je peux m'appuyer sur ça, donc je n'y pense pas. Donc je pense à mon histoire, mais il y a des choses auxquelles... oui, il y a une partie de moi qui est là, sur laquelle que je ne réfléchis pas, quoi. L'exercice critique, il est plus... Moi, j'apprends, même quand je lis des critiques, j'apprends des choses que je ne sais pas. Et sur le comique, vous n'avez pas été tenté de prendre des gens qui soient des professionnels Non, parce que justement, j'allais forcément, enfin forcément, peut-être pas, mais je pensais justement que l'aventure comique se ferait davantage en prenant justement des instruments inédits. Et que je pensais que les gens du Nord avaient un potentiel comique que je connaissais, puisque je l'avais déjà expérimenté. Et ça me paraissait beaucoup plus intéressant de trouver... Moi, je suis plutôt à chercher des choses nouvelles, c'est-à-dire que et de ne pas travailler avec les mêmes, quoi. Avec les mêmes, on fait toujours on fait la même chose. Alors, on peut faire des variantes. Non, mais j'avais vraiment envie d'être dans l'harmonie du Nord, avec le parler, l'accent. Quand je me souviens, quand j'ai fait
le casting, je voulais vraiment des gens qui avaient un accent, parce que je savais qu'il y avait forcément de la drôlerie dedans. Alors, et puis après, il y a le passage donc, de la série télévisée au format film. Et cet été, après la quinzaine des réalisateurs, il y a eu une aventure aussi de Petit Quinquin comme film, hein, presque présenté comme film dans certains festivals. Oui, oui, mais de toute façon, c'était ambigu, en fait. Mais l'ambiguïté, elle a été faite... moi, elle a été faite par la quinzaine, en fait, qui a dit que cette chose-là vienne dans le festival de cinéma. Donc c'est en même temps un signal qui est donné à l'objet, moi, ce que je pensais, mais en même temps, pour Arte, c'est une série télévisée. Donc le fait d'aller à la quinzaine, le fait de le montrer dans un festival de cinéma, en levant, parce qu'en même temps, on a quand même tourné, je ne vais pas dire qu'on l'a caché Arte, mais Arte voulait un certain format, on a tourné dans un format plus large, dans lequel leur format était, en fait. Donc le montage s'est fait avec le format 2.0, mais quand on a fini et quand on a remis la série Arte, moi j'ai demandé à voir le format 2.40. Et quelle a été ma surprise d'augmenter la puissance du Petit Quinquin, et alors que Arte, la télévision, elle veut fixer les regards, elle veut entendre ce qu'ils disent. En fait, en gros, la télé, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et moi, je leur ai dit, mais regardez ça, il y a quand même une puissance, le paysage, il dit des choses, et même le commandant, voilà, on voit dans quel paysage il est, et je pensais que ça ajoutait quelque chose. Ils étaient sur leur précaré, donc... et moi, je voulais absolument... Bon, c'est pour ça que j'étais très content d'aller à Cannes, parce que je pensais que cette version-là, elle était tout à fait puissante. Et puis les critiques ont dit que c'était très bien, etc. Donc du coup, et le public, donc ça a donné de la pertinence à cette proposition-là. Et donc le film a été acheté en fait à l'étranger. Donc il peut vivre comme ça à l'étranger, pas en France. Donc le film, la version cinéma, en fin de compte, elle existe à l'étranger. Et il y a des distributeurs qui sont venus, qui l'ont acheté, et qui fait donc en fait, Petit Quinquin existe sous deux formes. Ça vous a pas surpris, ça Si, si, ça m'a surpris, mais pour moi, c'est pas une vraie question, c'est pas le problème. Faire du cinéma, faire de la télé, c'est vraiment une question à la con, en quelque sorte. Est-ce que c'est puissant, est-ce que c'est expressif, est-ce que c'est artistique, est-ce que c'est ça qui compte en fait. Mais donc pour moi, c'est la seule pertinence, c'était ça, et pas de dire ah c'est du cinéma, c'est de la télé, ça veut rien dire. C'est vraiment une question qui, je pense que c'est pareil au sens où il y a une caméra, il y a des acteurs, il y a des micros, etc. Donc moi, pour le travail est exactement le même. Alors il y a quand même une contrainte de la télévision qui me dit mais on veut ce format-là, on veut quand même de la stéréophonie, etc. Enfin, des trucs que je fais pas forcément, etc. Mais moi ça me plaisait, je dis pourquoi pas. Puis comme c'était une commande, il n'y a pas beaucoup de contraintes, donc les contraintes je les ai vite acceptées. En fait. Pour moi, je veux raconter tout simplement quelque chose. Quand on l'a vu, après il y a eu le problème de savoir ce qu'on allait en passer, deux ou quatre épisodes. Mais nous, on ne s'est pas posé non plus la question de la télévision. Ça nous a semblé évident. Et ce qui ce qui m'a vraiment plu dans le film, dès le départ, c'est le ton qui ne ressemble pas au film comique qu'on a ailleurs. Bien sûr. Et je pense qu'une des grandes forces du film, j'ai revu après la vie de Jésus, c'est dans le même esprit. Et ce qui est formidable, c'est qu'en fait tout le monde a eu à peu près la même réaction par rapport à ça. C'est-à-dire passons de la critique, mais le public à Cannes et à Paris, à la reprise de la quinzaine, il a quand même été complètement subjugué par le film. C'est quelque chose que vous attendiez parce que c'est quand même une rupture de ton. Oui, mais c'est ça qui fait la force, c'est que quelqu'un qui ne fait que des films dramatiques fasse du comique. Alors qu'en général,
ce sont des comiques qui font du comique. Donc il y a quelque chose de répétitif, alors que moi je crois beaucoup à la force des contraires, et c'est le contraire qui est surprenant. Parce qu'en même temps, il y a toutes comment dirais-je, les thèmes traditionnels que j'ai qui sont là, mais qui sont sapés en même temps. Donc je pense qu'il y a un mélange tragico-comique qui est tout à fait fructueux et qui est tout à fait nouveau en fait. C'est nouveau parce que justement, moi je trouve ça beaucoup plus intéressant, c'est-à-dire de continuer à être sérieux et pas sérieux. Et du coup, ça provoque des choses tout à fait intéressantes que d'être léger. Je pense qu'il vaut mieux être grave léger que léger ou grave grave. En fait, c'est ça. Et c'est que c'est la coexistence. C'est comme quand un mec de gauche fait une politique de droite ou qu'un mec de droite fait une politique de gauche. Je pense que c'est non mais ça crée quelque chose de beaucoup plus intéressant qu'un mec de droite fasse une politique de droite. Parce que ça contrarie les habitudes et ça crée des contraintes qui finalement sont dialectiquement, je pense, tout à fait intéressantes. Et c'est pour ça que la réaction est bonne, je pense, c'est que ça fabrique quelque chose de très dynamique, en fait. Parce que il n'y a pas tous les clichés, en fait. Le problème, c'est le cliché. Quelqu'un de droite qui fait une politique de droite, il fait du cliché. Voilà, ça. Et quand on arrive à... Si Bergman avait fait un film drôle, on s'en souviendrait. Voilà. Et pourquoi ? Parce qu'il y a tout son univers qui est très, 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 très sérieux. Et alors que moi, ce que je savais, c'est que le comique est au bord des choses, en fait. Et c'est la même eau. C'est pas différent, en fait. C'est pas du tout différent. Et c'est ça qui est plaisant et qui me fait dire qu'aujourd'hui, que Petit Quinquin, ce n'est qu'un approfondissement des choses, en fait. C'est-à-dire, j'approfondis quelque chose, je change pas. Je pense que je change pas comme si je tournais ma veste ou je ne sais pas quoi, je pense pas. C'est l'approfondissement de mes thèmes, si j'ose dire, mais avec des moyens d'expression nouveaux, mais qui disent des choses même beaucoup plus intéressantes sur la dualité de notre personnalité, sur le fait d'être ceci et cela, etc. Donc ça va chercher beaucoup plus loin que sur le thème récurrent d'être ou ne pas être. En fait, c'est ça, je pense, c'est pour ça que ça fait travailler même la métaphysique, ça touche à quelque chose de beaucoup plus subtil dans ce qu'on est nous, à savoir notre duplicité. Et rire et pleurer en même temps, c'est en même temps toucher à nos extrémités, et ça crée chez le spectateur quelque chose de nouveau. En fait. On n'a pas l'habitude de ça, je pense. C'est quelque chose que vous allez refaire. Du coup, ça m'intéresse, parce que je le vois maintenant. C'est-à-dire, je ne le pensais pas, hein, donc je m'en rends mieux compte. Donc ça m'intéresse d'explorer ces zones-là et d'aller en même temps trouver des choses nouvelles, en fait, pour pouvoir explorer et la nature humaine, en fait, parce que ça parle de la vie, tout simplement, de nos comportements, de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, et comment on se ment à soi-même. C'est intéressant de faire cette exploration, je pense. Donc un film qui est une série télévisée au départ, mais je vais laisser tout de suite la parole à son réalisateur-auteur, Bruno Dumont, qui nous fait l'amitié de venir présenter le film lui-même. Je remercie Laurent Temps de m'inviter. Donc c'est quand même lui qui a pris Petit Quinquin la quinzaine de réalisateurs, et donc qui a fait effectivement aussi de ce qui est d'abord une série, en fait, pour Arte, de 4 fois 52 minutes. Tournée en forme, je donne des indications techniques parce que ça va expliquer la suite, qui est tournée dans un format 2.0, un peu réduit, et dont vous allez voir aujourd'hui la version cinéma scope, c'est-à-dire en format 2.40. L'image est beaucoup plus large, donc c'est pas ce que les spectateurs vont voir finalement à la télévision. Et donc c'est vraiment, je pense, donc un film de cinéma, donc il faut voir dans une salle de cinéma que vous allez voir là. Donc pour moi c'est une première, puisque je n'avais jamais fait de film drôle jusque-là. Et donc, si les drôles, ce sera obligé d'abord, mais en tout cas, pour moi, c'était une aventure et j'ai fait beaucoup de drames dans ma vie, donc même des films très, très noirs, très, très sombres. Et bizarrement, le comique a toujours rôdé autour des films, et sans que je sache véritablement pourquoi. Et quand je me suis mis à écrire et à tenter de faire un film drôle,
je n'étais non plus pas très loin de ce que je faisais jusque-là, en fait. Bon, ça, je vais vous laisser le découvrir vous-même. Donc, c'est sans doute une tragicomédie, en fait, que vous allez voir. Et donc, ça dure 200 minutes. 3h20. 3h20. Voilà. Et on reviendra au bout de ces 3h20 recueillir non pas vos derniers souffles, vous allez voir, normalement, toutes les expériences qu'on a eues avec ça, c'est que les gens ont quelques questions, pas mal de questions à poser, donc on sera là pour répondre, enfin, Bruno Dumont sera là pour répondre à vos questions, moi je serai là aussi, mais pour lui donner un niveau. Je vous souhaite une très bonne projection, et à tout à l'heure. Pour le jeu des acteurs, est-ce que parfois vous avez laissé de l'improvisation aller? Vous aviez écrit C'est très oui, c'est assez écrit en fait. C'est-à-dire qu'il devait quand même connaître le texte, parce qu'il y a un texte, donc il fallait que. Donc là, le gros problème que j'ai rencontré, c'est avec le commandant, parce que sa mémoire était un peu difficile, et donc j'ai vite pris le pli de lui donner de lui mettre une oreillette en fait. Donc dans l'oreillette, c'est bon, moi j'avais un micro, et je lui donnais son texte. Et bien, ça a accentué le comique en fait, parce que c'est pour ça qu'il a toujours un temps de retard. Parce qu'en fait, il attend que je parle, il fait ça, donc il attend, et ça générait du drôle. Donc je l'ai vu, enfin, je m'en suis rendu compte. Lui en a profité, en disant bon, j'ai plus besoin d'apprendre mon texte, en tout cas sur les grandes tirades. Mais ensuite, bon, il fallait que je modifie sa manière d'être. Donc il fallait que sa façon de marcher, c'est moi qui l'ai forcé à marcher comme ça. Donc il y avait, par exemple, pour lui donner cette allure comme ça, j'avais mis un scotch sous sa chaussure, donc il était toujours en train de faire ça, etc. Donc il y a pas mal d'idées de mise en scène, mais en même temps, c'est lui qui joue, c'est-à-dire qu'il avait quand même... il était très inventif, hein. Il était très précis, il lui donnait des indications, pendant sa façon de tourner son bras comme ça, quand il donne des indications, c'est vraiment lui, quoi. C'est lui qui l'invente. Donc il est très créatif, il est très docile, et en même temps, il est très soumis au mécanisme de la mise en scène, et en même temps, il devait quand même dire son texte. Je ne pouvais pas le laisser partir en impro. C'est-à-dire, en impro, il y a quand même des choses à dire, donc il ne peut pas partir en impro. Donc même par rapport à ma façon de travailler d'autrefois, c'est beaucoup plus réglé. En fait. Parce qu'il faut que ce soit drôle tout de suite. C'est pas le comique, il est tout de suite là, quoi. Il n'est pas... c'est pas en réfléchissant qu'on va trouver ça drôle. D'accord. Donc c'est ça que je veux dire. Il y en a quelques-uns qui étaient acteurs amateurs, donc qui jouaient dans des petites compagnies, comme le fruitier par exemple, le vendeur de frites, comme l'animateur de la soirée concert. Hein. Mais tous viennent de villages, je sais pas, il y a 20 km à la ronde, quoi, où j'ai fait des castings au moins une année avant. Et j'ai passé beaucoup de temps, je passe beaucoup de temps en fait pour les. Si vous voulez, c'est pas tant qu'ils sont intéressants, c'est qu'en même temps, ils doivent savoir jouer. Quoi. Beaucoup ne savent pas jouer. C'est-à-dire que dès que Bernard Pluvaux, qui joue le commandant, j'ai fait des essais où j'ai vu qu'il savait jouer. Je peux lui donner des indications, il est capable d'interpréter quelque chose. Alors que le non-professionnel, il y en a qui ne savent pas jouer. C'est-à-dire qu'ils ont peur, ils n'arrivent pas. Donc il y a à la fois trouver des figures qui correspondent au personnage. Donc à la fin, si vous voulez, j'avais 4-5 commandants possibles, mais il faut qu'ils sachent se plier à un scénario, c'est-à-dire qu'ils sachent être interprètes. Et le commandant, ou Carpentier, dès que j'ai mis le commandant et Carpentier ensemble, dans les essais, j'ai vu tout de suite que ça fonctionnait. Mais d'abord, je les ai croisés avec d'autres, etc. Donc c'est vraiment très très long. Quelqu'un a un vrai problème d'audition? Oui. Ça, je ne touche pas. C'est-à-dire, le hasard a fait que quand je faisais des castings d'enfants, lui, il était là, il attendait ses sœurs, en fait. Il venait pas du tout au casting. Il a dit, tu veux venir au casting? Il a dit, non, je viens pour mes sœurs. Et on l'a fait venir. Il était très timide, il avait des lunettes, donc il avait déjà
moi j'ai vu qu'il avait quelque chose. Donc je lui ai demandé, on peut retirer ton appareil? Il dit, bah non, parce que j'entends pas bien. Je dis, bah donc je vais te les laisser, les lunettes ça va, donc j'ai enlevé ses lunettes. Et puis après, ce qui était le plus difficile pour les enfants, c'est de jouer les scènes dites d'amour, de tendresse, tout ça, c'était très très compliqué en fait. Parce que c'est très compliqué pour des enfants de d'abord se prendre dans les bras et de dire mon amour, ça ne vient pas tout seul. C'est finalement la plus grande difficulté, je pense que c'était les enfants. J'avais envie d'aller ailleurs, quoi, et j'avais envie de trouver. Je pense que ce que je fais là, c'est approfondir ce que j'ai fait en fait. C'est-à-dire qu'il y a à la fois tous les thèmes sont là, enfin, vous voyez, les thèmes sont les mêmes, mais le moyen d'expression est totalement grotesque. On rit, mais en même temps, je pense que ça reste profond, ça ne retire pas, je pense que la légèreté ne retire en rien la profondeur. Et du coup, j'atteins des zones que je n'avais pas pu atteindre avant, c'est-à-dire la dualité des personnages. Petit Quinquin, il est à la fois bon et méchant, quoi, donc et on peut, par le comique, par la tendresse, ou le commandant, je trouve que je m'épanouis vraiment, si vous voulez, en allant vers ce comique, parce que j'ai toujours avec moi les obsessions, si vous voulez, mais je trouve que ça régénère énormément. Et quand je vois la scène de fin, par exemple, quand c'est très dramatique avec la musique, et que Carpentier continue à faire le pitre, par exemple, je trouve que c'est formidable d'équilibre, en fait, d'être à la fois dans le vrai pathos, mais de garder le comique à côté, qui fait que ça s'équilibre très bien. Et je pense que c'est très juste sur la nature humaine, en fait. Alors, je ne relis pas mes films anciens, mais je trouve que d'être drôle et pas drôle, comme les petits quinquins, c'est très juste sur ce qu'on est nous, en fait. Et donc, ça m'intéresse d'explorer ça, que je trouve ça très, très, très intéressant. Oui. Ah non, non, ça, je voulais pas. Je voulais pas le commandant, il parle comme ça, que je n'interviens pas sur sa parole, sur son parler, tout ça. Je peux pas leur demander, parce que de temps en temps, le petit quinquin, même, il forçait un peu, et je lui dis arrête, s'il te plaît. Il sentait qu'il était drôle parce qu'il forçait, mais s'il force, moi je sens qu'il force, et il a un peu moins d'accent, lui, par exemple. Donc Alan, il n'a pas très peu d'accent, mais le commandant ou Carpentier, jamais je leur ai dit accentuez votre accent. Il l'avait, quoi. Donc dans le casting, j'ai tout de suite vu que le commandant, il avait un accent extraordinaire. Et ça je prends, et c'est lui qui fait, et je n'interviens pas sur ça. Est-ce qu'il y aura d'autres séances dans les cinémas, ou est-ce que ce sera une exploitation exclusivement sur Arte? Donc c'est un film Arte, donc en fait c'est une série de télévision donc, qui n'a pas l'agrément cinéma en France, donc il ne peut pas actuellement sortir en salle en France. Donc il sort, comme vous venez de le voir, uniquement à l'étranger, où il est distribué en salle. Et c'est parce que l'argent à l'origine est de l'argent pour la série télé. Donc on ne peut pas croiser et faire de l'argent avec la télévision et aller dans le cinéma. C'est pas possible. C'est très français. J'ai beaucoup de personnages, comme Aurélie, la sœur de la petite Ève, la chanteuse. Je peux la déployer, la mettre au début, la sortir un peu dans le second, la remettre au troisième et la faire mourir dans le quatrième, en quelque sorte. Donc ça donne des possibilités de digression très intéressantes. Et je pense que même que le film fonctionne bien, parce qu'on peut se reposer des gendarmes, donc on rit beaucoup avec eux, mais il faut aussi s'en reposer. Et donc les enfants qui sont plus dans la tendresse, dans le pur amour, comment dirais-je, redonne un autre bain, une espèce de bain de jouvence au spectateur qui s'en repose, et dès que les gendarmes reviennent, on re-rit à nouveau, quoi. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire d'avoir cette amplitude au départ de personnages, alors que si ça avait été un film de cinéma, peut-être que j'aurais pris les gendarmes comme personnages principaux, et j'aurais été plus frontal avec eux, et Petit Quinquin aurait été derrière, etc. Donc je trouve que ça élargit beaucoup le spectre, en fait, des personnages. Et donc ça enrichit énormément le récit, parce qu'il est très très large, en fait. Et ça, c'est bien.
Non, non, c'est tourné pas du tout dans la chronologie d'abord, parce qu'on ne peut pas, donc c'est tourné par lieu. La scène de l'église, par exemple, on l'a tournée en 2 jours. Dans le premier jour, on a fait tous les axes vers les prêtres. Deuxième jour, tous les axes vers les fidèles. Donc la scène est montée totalement. C'est du montage pur. Et c'est très bien. Je pense que mais à la limite, c'était pas drôle au tournage. Du tout, puisqu'on tournait les prêtres. Ils ont été drôles là où vous les avez vus. Ils ont eu un fou rire, donc qui est un accident, bon, qui arrive. J'avais d'autres prises possibles. Le montage, c'est justement, on regardait les prises, et je trouvais que celle-ci était la plus amusante. Non, le montage avait commencé pendant le tournage. C'est-à-dire que la vie, mon assistant monteur, était là. Donc tous les jours, il recevait les images, et donc tous les soirs, après le tournage, j'allais voir le montage, et il commençait déjà à me montrer ce que j'avais tourné. Mais j'ai pas vu des choses qui m'ont dit, j'ai rien retourné, en me disant ça va pas, etc. Est-ce que de voir un premier montage, tout de suite, j'ai vu que ça fonctionnait. J'ai vu très vite que ça fonctionnait. J'ai vu très vite que le commandant fonctionnait. Et pourtant, on avait peur, hein, au sens, parce qu'on a peur au sens, il est formidable au montage. Au tournage, bon, il va dans tous les sens. Parce que il n'est pas tenu en fait. Donc le montage, il empoigne tout le monde, il fait tenir droit tout ce qui va de travers en fait. Donc nous, on voit le travers. Bon, moi, je croyais en lui, donc j'avais aucun doute, mais la scène avec le procureur au restaurant, c'est totalement monté. D'abord, les ordinateurs aujourd'hui font qu'on peut faire ça soi-même. Donc il y a quand même, vous pouvez sur un Mac monter un film sans problème. Donc j'avais quand même des difficultés dans ma relation avec le monteur. C'est comme quand vous avez un monteur, c'est un monteur qui juste avant a fait un film, je me souviens, il avait fait un film avec Claire Denis. Donc je récupérais le monteur de Claire Denis et il me montait le film à Claire Denis. Je n'ai rien contre Claire Denis, hein, mais je veux dire que je sentais que le monteur était quand même habité de tous les cinéastes par lesquels il était passé. Et de temps en temps, dans les propositions que je demandais, il avait beaucoup de mal à faire des fautes de grammaire. En fait. Parce que de temps en temps, je lui demandais, mais ce raccord ne me plaît pas. Ah, mais les raccords, c'est comme ça qu'on fait. Donc j'avais vraiment aussi envie de faire des faux raccords. C'est très difficile de faire des faux raccords, en tout cas avec le monteur que j'avais. Donc je me suis moi-même formé à la vide, c'est-à-dire au montage, pendant une quinzaine de jours. Donc j'ai appris à monter. Mais en même temps, je ne suis pas assez fort pour monter totalement, donc j'ai quand même un assistant monteur. Mais je sais maintenant, et sur Hors Satan, j'ai fait des fautes de raccords, volontairement, qui m'ont beaucoup plu. Donc j'ai fait moi-même sur mon ordinateur, et donc le monteur est arrivé après pour les approfondir, mais le montage est tellement important, parce que vous réécrivez tellement ce que vous avez tourné, et alors vous tournez ce que vous pouvez du scénario, en même temps, le tournage est tellement un aléa aussi par rapport au scénario que le matériel du montage, pour moi, c'est une réécriture. Et pour réécrire, il faut mieux l'avoir dans les mains. Et donc aujourd'hui, je suis très très heureux de me réapproprier en fin de compte l'écriture, parce que moi j'aime bien écrire, de reprendre mes rushs et de monter ça moi-même avec un assistant monteur. Et le fait d'avoir un plan sur lui, un plan sur le procureur, un plan sur Carpentier qui écoute et un plan sur les Anglais, il y avait un matériel absolument extraordinaire. Et ce que vous voyez n'a jamais été tourné en fait. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Enfin, je parle du tournage. Oui, bien sûr. Mais quand même, elle était écrite comme ça. Elle était écrite, j'espérais qu'elle allait être comme ça. Mais c'est... Parce que quand vous parliez de réécriture au montage, moi en voyant le film, ça me paraissait très écrit, très précis. Oui, non, c'est très précis. Mais vous inventez quand même, il faut quand même être assez ouvert c'est comme, je sais pas, pour fabriquer un truc de ping-pong entre le type qui balance son crabe et le regard du procureur, etc. C'est écrit, mais c'est quand même le montage qui le fait. D'ailleurs, c'est découpé, puisque c'est moi qui découpe. Voilà, je découpe 1, 2, 3, 4, mais je tourne 1, 2, 3, 4. Donc au tournage, j'ai pas, mais le monteur, il voit bien comment c'est découpé.
Donc il va commencer à monter voilà, cette scène-là. Et c'est très proche du scénario, si c'est la question que vous me posez. Oui, en gros, c'est ça. Voilà. Ouais. Beaucoup. Bon, après, on voit les accidents qui sont très bien. Voilà, absolument. Mais il y a eu pas mal d'accidents, mais les accidents, ils sont... Quand je lui mets un scotch, c'est-à-dire je vais le faire jouer, je sais qu'il a ce scotch, donc je sais que ça va le perturber quand il va jouer. Donc il faut quand même le préparer pour qu'il y ait quand même des événements extérieurs qui puissent le contrarier. Mais en même temps, c'est lui qui joue, donc il y arrive aussi très bien. Mais quand il s'approche de la majorette, il est toujours en train de regarder sa chaussure. Donc... Et c'est bien parce que ça le distrait en fait. C'est quelqu'un qui joue, hein, donc il est très conscient de ce qu'il fait. Et ce qui m'intéresse, c'est le travail avec lui. C'est-à-dire qu'il m'apporte ce qu'il est. Il m'apporte, et j'ai besoin de lui. Quoi. Je pense que ça me touche beaucoup de travailler avec lui, et je pense qu'il nous parle beaucoup de nous, et que le plan de fin de Jason, je trouve, il y a quelque chose même qui m'échappe, quoi, qui est quelque chose de non fini, et qui fait partie de chacun d'entre nous, et qui est un bout de nous-mêmes, et que lui tient. Voilà, et je ne maîtrise pas un discours sur lui, je n'ai pas de discours à tenir sur lui, je pense que c'est quelqu'un qui me touche. Et le fait de faire du cinéma avec eux, je trouve ça très enrichissant, très fructueux, je trouve que ça parle beaucoup de ce qu'on est, même avec les prêtres, par exemple. Je trouve qu'on rit, mais en même temps on ne rit pas. Il y a quelque chose de très humain. Eux sont fiers, c'est-à-dire que Jason, il est ravi. Quoi. Ils sont fiers, c'est normal qu'ils sont fiers, puisqu'ils ont fait un travail, ils avaient un travail à faire, ils avaient un texte, etc. Donc ils sont très heureux. Et les prêtres, par exemple, ils se sont marrés vraiment bien. Quoi. Et comme nous, voilà, ils sont tout à fait complices. On est tous complices. Quoi. La caméra ne tourne jamais à leur insu, c'est pas possible. C'est pas un documentaire et il y a 4 caméras qui sont là, etc. C'est pas ça du tout. Donc, c'est vraiment, on tourne un scénario et ce sont des acteurs d'un scénario et ils sont complices de ça. Ils sont très contents parce que, d'abord, c'est des gens qu'on ne regarde pas, jamais. Donc ils sont regardés. Donc il y a une caméra sur eux, donc ils sont contents d'être là, ils sont contents d'être filmés, ils sont contents d'être avec une équipe, ils sont contents d'être coiffés, ils sont contents d'être habillés. Et voilà. Donc ils sont déjà contents physiquement de venir. Et quand ils voient qu'ils participent à un film, ils sont très fiers. Quand j'ai fait Petit Quinquin, j'ai quand même vu quelques séries policières, donc je m'amusais quand même à parodier la série policière de base en reprenant la scène avec le vétérinaire, l'enquête, le crime, etc. Donc il est quand même, le Petit Quinquin, il reprend tous les clichés de la série policière, mais avec des personnages qui font exploser totalement tout ça. Je pense qu'il est drôle aussi, c'est qu'ils font exploser. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas besoin de finir, puisque le spectateur est complice. C'est-à-dire qu'il a déjà vu tout ça 100 000 fois. Et donc le fait que c'est totalement dégingandé par rapport au rail de l'enquête policière, je pense que c'est aussi la source du comique. Le comique vient aussi du spectateur, qui connaît parfaitement le rail et qui voit que tout part en rire. À mon avis. Le premier moment où on rit, c'est au début, quand l'hélicoptère est là et qu'ils vont chuter tous les deux, c'est du pur burlesque. Donc j'avais vraiment envie de trouver aussi toutes les ressources de l'humour le plus comique de situation, c'est-à-dire je glisse, je tombe, jusqu'à des choses beaucoup plus futiles. Donc ce qui m'amusait, c'était les registres. Moi j'aime beaucoup Jean-Daniel Paulet, par exemple. J'aime beaucoup Max Linder, mais celui qui m'inspire le plus, c'est peut-être Jean Epstein, parce que chez Jean Epstein, même dans les premiers films qu'il faisait dans les années 20, on trouve déjà la coexistence du tragique et du burlesque. C'est-à-dire qu'il faisait déjà des feuilletons. Et on en passera ici, parce que je pense qu'on va passer Robert Macaire. Voilà. Et dans Robert Macaire, c'est à la fois dramatique et comique par les acteurs, qui font des pirouettes, des trucs assez étonnants. Et donc cette alliance des deux, c'est ça qui m'intéresse vraiment beaucoup. Donc d'avoir à la fois... Parce que moi, quand j'ai dit un scénario, quand j'ai montré le scénario à Arte, je leur ai dit que c'est un film comique, ils m'ont dit « Ah ». Parce qu'en le lisant, la trame, le
le scénario, c'était surtout la trame, donc il ne trouvait pas ça spécialement drôle. Et moi, je savais que je pourrais, grâce, pas tellement au casting, hein, mais à la distribution, c'est-à-dire la façon dont j'allais distribuer les rôles, c'est-à-dire donner des rôles à contre-emploi, que le comique allait arriver à partir de là. Et pour que ce soit drôle, il fallait que ce soit pas drôle. C'est-à-dire qu'il fallait que j'ai une trame policière assez classique, du genre policier, des crimes épouvantables, mais dès qu'on voit que la vache, elle est morte très bien, mais qu'il y a un cadavre dedans, je pousse encore plus loin, mais dès que j'ai écrit ça, je pense que je suis passé de l'autre côté. Le fait d'avoir mis un corps et qu'il y a du sang dans la vache, qu'est-ce que c'est que ce bordel? En fait, je passe de l'autre côté, mais je retrouve le pas drôle, je pense qu'il y a du pas drôle aussi, et c'est le pas drôle qui rend d'autant plus saillant le drôle. Parce que dès que ça perce, on rit vraiment. Mais on rit vraiment, parce que quand Mohamed meurt, on ne rit pas du tout. Sauf qu'il a fait un roulé-boulet juste avant et qu'on s'est marré. Donc le fait de poser très proche, le fait qu'on rit vraiment, parce que le commandant fait le pitre, et que 20 secondes plus tard, on ne rit pas, et vraiment pas, je trouve ça passionnant. Parce que chez nous, je trouve que ça va chercher des choses dont on n'a pas l'habitude, c'est-à-dire ça ouvre des petites portes entre les extrémités du rire et du triste, en fait. Donc c'est la peinture flamande qui me fait prendre des individus ordinaires et en faire des héros, en fait. C'est-à-dire déjà dans la peinture flamande, c'est comme ça. Le cinéma hollywoodien est un cinéma très, très italien, en fait. C'est-à-dire les héros sont beaux, les héroïnes sont belles, et tout est magnifique. Donc ça c'est très italien. La révolution flamande, c'est justement, mais par rapport à la philosophie flamande, c'est-à-dire le fait de porter son regard non pas vers le ciel, mais vers la terre, et donc de représenter le Christ sous les traits d'un homme ordinaire, c'est flamand. Et ça, je le fais depuis la vie de Jésus. Depuis que je prends des gens ordinaires pour en faire des héros, c'est un pli flamand, si j'ose dire. Donc c'est dans ma philosophie. Donc le grotesque ici, il est chez Bruegel, en fait. Si vous regardez les personnages, c'est du Bruegel. Donc c'est quand même... Mais Bruegel, je m'appuie quand même sur une tradition, j'invente rien non plus, je suis une tradition philosophique et picturale, une tradition qui croit à la puissance du réel, du visible, et qui pense que l'invisible est dans le visible. Et donc c'est en filmant Danny, là vous me posez la question sur Jason, où justement en filmant une personne handicapée et en faisant un héros, eh ben, on passe à l'invisible. Et il faut prendre ces individus, il faut prendre ces paysages, il faut prendre ces fermes, il faut prendre ces choses un peu qui existent dans la vie réelle, en fait, mais qui sont totalement transfigurées par le scénario. C'est-à-dire le scénario, le film, il n'a rien de naturaliste, c'est totalement barré, quoi. Donc c'est totalement surréaliste, c'est totalement fantastique. Et chacun d'entre eux sont poussés justement à jouer dans une transformation, dans une représentation surréaliste des choses. Le réel a totalement disparu, sauf que le trouble vient que son direct, acteur non professionnel, donc il y a un côté comme ça un peu ambigu, si vous voulez, sur la réalité, mais en fait c'est totalement allumé. Par le montage, par l'écriture, par les personnages, et surtout par leur jeu. Le jeu, je les pousse à se déglingander, à se transformer. Surtout pour quitter le réel, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le réel. Ça n'a rien de réel. Mais il faut que le spectateur, je pense qu'il soit troublé. Qu'est-ce qu'il faut penser? Et je pense que ce trouble est très intéressant. Parce que si c'est trop abstrait, ben vous n'y croyez plus. C'est-à-dire c'est trop poussé, c'est trop caricatural. Et le fait que ce soit justement en train de se dire mais il joue pas, où est-ce qu'on est? Le fait que vous vous perdiez un peu, je pense que c'est très profitable finalement à la vérité des choses, qui n'est pas plus claire non plus. Le cerveau, c'est l'électricité en fait. Donc c'est aussi, quand on le voit passer sous le scanner, le mal on ne voit pas.
Donc ça ne se voit pas non plus. Donc c'était aussi une façon de montrer que l'être humain est aussi un réseau complexe de connexions électriques, et que la méditation du mal est aussi une méditation biologique à faire. Vous comprenez, je veux dire, il y a aussi peut-être des médicaments, je ne sais pas. Donc mais je n'ai pas pensé forcément à l'épilepsie dans le... Comme justification. Non, comme excuse, c'est aussi ne pas donner au mal une vision trop spirituelle, parce que l'être humain est aussi un morceau de viande, de guerre, mais c'est aussi ça aussi. Il ne faut pas trop non plus spiritualiser les choses, il faut aussi ramener l'humain dans sa fonction biologique, qui est tout autant mystérieuse. Et donc, le fait qu'il souffre de cette maladie, c'était une façon de l'exprimer. Moi, je viens de la philosophie, et la question religieuse m'a toujours passionné. Donc la question du bien, du mal m'intéresse, la vie de Jésus m'intéresse, mais l'humain m'intéresse. Donc ce qui m'intéressait, c'est, en mettant ce titre, c'est mettre tout le poids du christianisme, sans en parler forcément, mais en même temps, le christianisme ne parle que du bien et du mal. Donc je n'avais pas envie de parler du mal de façon abstraite, je voulais parler du mal aujourd'hui. Le mal d'aujourd'hui, ça peut être ça, dans le nord de la France. Voilà. Donc c'est justement partir de la puissance, comment dirais-je, du modèle chrétien, et de lui associer quelque chose de tout à fait ordinaire, mais totalement commun, parce que le christianisme est universel, il se dit être universel, donc c'était ça aussi. Donc, j'ai commencé par écrire la vie de Jésus, j'avais d'abord les 12 apôtres dans la voiture, et puis après j'ai enlevé parce que je trouvais ça idiot. Donc je suis arrivé finalement à ce récit tout à fait anecdotique, parce que je pense que l'anecdotique, il a une puissance de feu très très forte pour parler des grandes questions, comme la vie de Jésus. Et l'anecdote qui m'est venue, à l'époque, moi j'étais professeur, j'enseignais la culture générale dans un lycée, en fait. Et j'avais un élève, donc je leur faisais faire des exposés oraux. J'avais un élève qui avait fait un exposé sur le racisme, très, très raciste. Et j'étais assez troublé par le fait que cet élève était quelqu'un de très sympathique, au demeurant, mais profondément infecté. Et cette coexistence m'a beaucoup troublé, en fait. Donc le personnage de Freddy, il vient aussi de cette coexistence du bien et du mal, et que je vois bien que même aujourd'hui, il y a des gens qui sont des gens qui sont humains, mais qui ont aussi ou des paroles, ou des propos, ou des théories très, très, très mauvaises. Donc il faut bien en faire quelque chose. Donc ça m'intéressait au cinéma de s'aventurer à l'intérieur de cette duplicité, en fait, du bien et du mal. Donc, oui, d'en faire un héros, je trouvais ça très, 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 très intéressant. Ça, c'est mon premier film de cinéma. J'avais déjà fait des films institutionnels, en fait, pour des entreprises, donc plutôt des films de commande, et dans lequel on faisait des petites fictions à l'intérieur de ça, et j'avais eu l'occasion de travailler avec des acteurs professionnels. Et ça ne se passait pas bien, en fait. Moi, j'avais beaucoup de mal à les diriger, en fait. Je n'y arrivais pas, ou en tout cas, je n'étais pas content de ce que je pouvais faire. Et je voyais qu'à côté, j'avais un comédien qui jouait un ouvrier, j'avais un ouvrier. Donc le comédien, je trouvais qu'il jouait pas bien l'ouvrier, je trouvais que l'ouvrier, il était bien. Et donc, je me suis dit, je vais prendre l'ouvrier, puisque je veux faire un ouvrier. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Le problème du non professionnel, c'est qu'il est limité aussi. Donc si vous voulez, il a un champ de composition qui est limité. Maintenant, peut-être que je sais mieux travailler avec des comédiens professionnels, parce qu'il faut les diriger, en fait. Mais pour les diriger, il faut savoir leur donner des couleurs, c'est-à-dire leur parler avec beaucoup de subtilité, alors que... Mais ce n'est pas le même travail, ils ne donnent pas la même chose. Donc, tant que j'ai comme modèle des personnes, des paysans, des ouvriers, je travaille avec des paysans, des ouvriers.
Mais ça va même plus loin, parce que même quand j'ai fait Camille Claudel avec Juliette Binoche, j'ai pris une artiste pour faire une artiste. Donc vous voyez que j'étais pas tellement loin de ce que je fais d'habitude. Et j'ai puisé beaucoup dans la femme Camille Claudel, l'artiste, Juliette Binoche, pour mettre du Juliette Binoche dans Camille Claudel. Donc finalement c'est pareil. Mais ils ont effectivement une force, là, David Douche, il a une puissance, une présence extraordinaire. Moi, mais au début, il jouait mal, à la limite. Il voulait pas jouer d'abord. Pour lui, il me disait non, ça m'intéresse pas. Puis on sent très bien que toutes les scènes où il doit dire je t'aime, tout ça, vraiment ça lui arrache. Mais du coup, c'est beau. Enfin, moi, je trouve sa timidité augmente la sensibilité, en fait. C'est-à-dire que toutes les difficultés, paradoxalement, toutes les difficultés de jeu du non-professionnel qui joue avec la peur au ventre constituent un enrichissement du personnage. Parce que tout ça, vous ne savez pas. Mais par exemple, quand ils sont sur le télésiège, ils s'étaient brouillés à mort, ils ne voulaient plus se parler, etc. Mais cette tension en deux, alors, le scénario leur faisait dire ce qui se disent là. Alors peut-être que des acteurs professionnels auraient fait ça avec une conscience professionnelle, eux ils l'ont fait sans conscience professionnelle. Mais du coup ça donne à la scène quelque chose de tout à fait étonnant. Et donc moi je le constate, et je trouve ça très bien d'avoir des acteurs récalcitrants, parce que le non-professionnel est récalcitrant par définition, puisqu'il est toujours menaçant de dire bon, si ça va pas je m'en vais, si t'es pas content je me casse. Quoi. Et ça me plaît. Quoi. Et vous l'avez trouvé comment? Je l'ai trouvé dans la rue, la rue des Foulons, là où j'ai tourné, il habitait là. Et puis c'est surtout j'ai fait... donc je cherchais plutôt des ouvriers, donc il était ouvrier maçon, qui était couvreur à l'époque. Donc il ne comprenait pas, donc il ne m'a pas forcément bien reçu, en disant mais le cinéma c'est quoi, tu vois. Plutôt il est venu un peu grognon. Puis on s'est parlé, j'ai discuté avec lui, etc. Et puis il a commencé. C'est un travail de longue haleine, il a fini par accepter d'être filmé, il a fini par accepter de faire des petites impros. Mais quand il a été, quand je suis parti avec lui sur le tournage, je ne savais pas s'il allait obéir, en fait. Mais oui, il l'a fait. Il n'y a pas de répétition, hormis les scènes de groupe, qui sont un petit peu compliquées à mettre en place. Quand il tripote la gamine là, dans un couloir, ça en répète, parce qu'il faut expliquer à chacun, on ne peut pas lui faire la surprise, si je veux dire, sur le plateau. Donc toutes les scènes un peu compliquées comme ça, il faut leur expliquer, moi je dois leur expliquer voilà ce que je veux. Et les garçons, c'est eux qui ont le plus peur en fait, parce que c'est ouais j'y vais, mais en fait ils y vont pas. Quoi. Donc ils ont peur aussi de pourquoi vous voulez certaines choses. Est-ce que vous leur expliquez aussi pourquoi? Ah bien sûr. Oui, sinon ils ne le font pas. Donc, ils ont besoin de comprendre. Donc, moi, je leur parle toujours de la justification du pourquoi des scènes. Donc, je ne peux pas leur dire pourquoi ne pas leur dire. Donc, j'ai besoin de leur complicité, donc j'ai besoin de leur confiance. Donc, je ne peux pas leur mentir. Si je leur mens, c'est fini. Quoi. Donc, je leur explique. Et ça, on répète. Donc, ça permet d'abord eux voir un petit peu ce qui se passe. Moi, je vois comment ils font, et puis voilà. Voilà, puis le jour où on tourne, ça se passe mieux, mais sinon non. Si vous n'obtenez pas le résultat attendu, est-ce que vous avez une idée précise? Est-ce que vous êtes prêt à changer Mais c'est jamais. C'est plutôt préparer tous les ingrédients pour que quelque chose se déclenche, dans l'espoir que ce qui a été écrit va arriver. En fait, ça n'arrive pas. Mais je suis aussi l'auteur, donc je peux être en accord avec l'auteur et dire faut renoncer. C'est-à-dire souvent je renonce parce que l'acteur n'accepte pas. Et je dois accepter l'acteur. Mais il y a un moment donné, je pousse. Mais s'il ne veut pas, il ne veut pas. Donc, ce n'est jamais si vous lisez le scénario de la vie de Jésus, c'est pas loin du scénario, mais il y a forcément la tension qu'il y a eu entre les deux, entre elle et entre Freddy et Marie, c'est-à-dire qu'ils ne s'entendaient pas du tout. Elle ne l'aimait pas. Donc c'est elle d'ailleurs qui le rejetait. Dans toutes les scènes un peu où il faut se toucher, tout ça, c'était non. Donc lui, il le sentait bien, donc même si c'est un gars comme ça qui accorde rien, donc ça le fragilisait beaucoup.
Mais ce que je disais tout à l'heure, du coup, c'est beaucoup mieux en fait. Mais je ne l'ai pas cherché. Il y a toujours sur 29 Palms que j'ai fait aux États-Unis, c'est pareil, les acteurs ne s'entendaient pas. Et je racontais l'histoire d'amour. Du coup, ça. Et peut-être que c'est mieux que d'avoir des acteurs qui disent bon, on va s'aimer, comme ça va être encore mieux. Je ne suis pas sûr que ce soit intéressant. C'est ça que je dis. Voilà. Je pense qu'on ne cherche pas à répéter le réel, en fait, bizarrement. Je pense qu'on essaie de le transfigurer, et on transfigure souvent par des contraires, en fait. Et que les accidents de tournage, les difficultés de s'entendre sont. Je ne dis pas que je les accepte stoïquement, mais ça ne m'ébranle pas en disant qu'est-ce que je vais faire. Elle avait tellement peur d'aller sur le télésiège qu'on lui avait donné un petit cachet déjà. Donc elle était un peu planante. Même avec les acteurs professionnels, il y a beaucoup d'exemples d'histoires à Hollywood de gens qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans des situations de conflits difficiles à vivre au quotidien, mais qui ne se voient pas qui se voient pas dans les films. Le conflit, il est naturel parce que c'est très difficile à faire. En fait. Donc on a peur, le réalisateur il a peur, l'acteur il a peur. Donc du coup, moi, quand je dis à Juliette Binoche, c'est pas bien, vous savez, elle se dit voilà, qu'est-ce qui se passe quoi. Et elle recommence, mais elle est fragilisée. Voilà. Donc, mais en même temps, je ne peux pas lui dire c'est bien si c'est pas bien. Donc je ne vais pas lui dire c'est formidable. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a du conflit qui arrive très vite. Moi, je veux dire, quand Freddy n'est pas bien, je lui dis c'est pas bien. Mais à la fin, il est à doigt de me dire ça va. Quoi. Donc il se tend, il se fragilise, et je pousse, mais bon, pas trop non plus. Hein.